Merci à tous pour votre présence. Et je suis très heureux de vous rencontrer parce qu'on est en train d'inaugurer une espèce de nouveau concept qui est la résidence cinématographique. Ça veut dire que on va essayer de venir très souvent rencontrer le public. Ça veut dire que ce soit moi ou les autres comédiens dans cette salle. Et ça me fait très plaisir. Allô. Allô. Ça me fait très plaisir de commencer avec vous. Non, ça marche plus. Ouais, Mais je vais taper sur le micro de temps en temps pour vérifier. Mais c'est bon, j'ai la voix qui porte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça y est, ça marche. C'est bon, ça marche? Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va se faire un petit question-réponse express avant la prochaine projection. Donc, s'il y en a qui se demandent ce que veut dire Donoma, Donoma, ça veut dire le jour est là, comme les FAQ là, sur Internet. Donoma, ça veut dire le jour est là en Sioux. Et pourquoi le jour est là? C'est par rapport à la symbolique du lever du jour dans chacune des histoires, où voilà, que ce soit pour l'enseignante, quand le jour se lève, c'est une prise de conscience en fait. C'est une prise de conscience de l'acte qu'elle vient de faire. Que ce soit pour la sainte, ou voilà, que ce soit pour la jeune fille qui a des stigmates, c'est le lever du jour, ça symbolise voilà, ça symbolise un petit peu l'arrivée de cette entité là, quoi, l'arrivée de Dieu ou de l'amour, comme on pourrait le définir. Et puis pour le couple qui vit ensemble, le jour qui se lève, ça symbolise un peu comme un compteur comme ça qui marque l'habitude qui est en train d'arriver entre eux et l'amour qui se construit en fait, parce que voilà, leur histoire parle beaucoup d'un amour qui se construit comme ça avec l'habitude. Improvisation ou texte écrit? Je connais. Improvisation ou texte écrit, à mi-chemin entre les deux en fait. À mi-chemin entre les deux, parce que les textes étaient écrits, mais les comédiens étaient libres de choisir leur propre mot. Ça veut dire... Je crois qu'on capte une radio là. Non, en fait, je voulais poser une question. Je n'ai pas compris la fin. Donc la scène dans l'église en fait. Non, vraiment la fin, c'est-à-dire le dernier plan. Le générique? Non, pas le générique, non, le plan de fin, c'est-à-dire dans le RER, le coup-de-pied, lui qui descend, enfin, j'ai pas compris. C'était, en fait, je symbolisais, c'est parti, donc ça remonte à toute la scène de l'église, en fait. Ça marche? Je vais être mieux comme ça. Ça marche? Non, mais je vais mieux, vous m'entendez tous ou pas? Oui. Ok. Ça partait un petit peu d'une symbolique de Caïn et Abel, en fait. Ça veut dire que quand on lit dans la Bible, c'est marqué, tout le monde sait Caïn et Abel. Caïn et Abel sont deux frères, c'est les fils d'Adam et Ève. Ils font tous les deux une offrande à Dieu. Et en fait, Dieu prend l'offrande d'Abel et il ne prend pas l'offrande de Caïn. Caïn, ça l'énerve, il va voir son frère dans le champ, ils discutent. Et du coup, la Bible ne dit pas ce qu'ils disent. Putain, j'ai l'impression d'être mon oncle pasteur. J'ai un oncle pasteur. Et donc, ils disent pas, dans la Bible, c'est pas marqué ce qu'ils se disent, mais ils le tuent. Et moi, je me suis toujours posé la question, en plus, il le répétait à chaque fois, tous les dimanches, on allait à l'église, je me posais la même question, j'avais 6 ans, mais qu'est-ce qu'il lui a dit, putain, pour l'énerver? Et c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'explorer dans cette scène. C'est-à-dire, je me suis demandé, c'est vraiment, ils se disent ce que je crois que Caïn et Abel se sont dit. C'est-à-dire, je me suis dit que si ça se trouve, Caïn s'est rendu compte qu'Abel ne croyait même pas spécialement en Dieu, mais qu'il vivait d'une façon que Dieu respectait plus, en fait, que Dieu se sentait plus proche de lui, même s'il ne croyait pas en Dieu. Et je crois que c'est ça qui a pu l'énerver. Je me fais souvent des petites théories comme ça, et puis en plus c'était très cohérent, du coup ce soit pas présent dans le livre, quoi, cette discussion, quoi. Et donc cette symbolique-là, c'est là vraiment pour symboliser ce meurtre originel, en fait, entre deux frères, quoi. Et donc du coup, quand il frappe, j'étais vraiment dans le symbole, j'avais pas envie de faire une scène où elle est tuée, en fait. J'avais pas envie de faire une scène où elle est tuée. Pour moi, le simple fait de partir de cet amour qu'il pouvait avoir et de montrer cette violence, c'était symboliquement aussi fort que si on montrait qu'il l'a tuée, quoi. Le film est un petit bijou, mais j'ai eu l'impression
dialogue de sourds, est-ce que vous avez voulu faire... Donc, est-ce que ce film... Il y a quelqu'un qui a dit cette phrase, le dialogue de sourds, dans une autre projection, et il y a un sourd qui a levé la main qui a dit non, c'est un dialogue d'entendant. Et oui, donc c'est totalement un dialogue d'entendant, parce que, pour une raison assez simple, c'est que moi j'ai vraiment l'impression que plus on parle la même langue, et plus on a des difficultés à se comprendre en fait. Et plus on a une impossibilité à se comprendre. C'est pas pour rien que le couple qui est le plus en harmonie, il l'est parce qu'il ne parle pas, et que du coup ils sont obligés d'être attentifs au ressenti de l'autre, etc. Alors que quand on parle la même langue, qu'on vient du même milieu, qu'on a les mêmes codes de langage, il y a plein de choses qu'on ne dit pas et que l'autre est censé comprendre, et qui mènent à une impossibilité de communiquer. Donc oui. Bon, je l'ai senti, dialogue de sourds, la dernière scène dans l'église. Parce que la fille s'attendait à un miracle, lui aussi, et bon... Et c'est ça, et ça passe vraiment à très peu de choses, parce qu'ils pourraient tous les deux se dire, ils pourraient tous les deux être complémentaires en fait, et s'apprendre énormément, et en l'espace d'une phrase en fait, on tombe dans le ressenti, dans l'ego, et on se dit que l'autre ne nous comprend pas alors qu'il devrait pouvoir nous comprendre, et puis ça monte très vite dans l'énervement quoi. Cette espèce de lucarne, toujours, un peu comme les films de Pasolini, il y avait toujours un écran, on voyait les gens à fond. C'est vrai qu'il y avait une volonté de filmer de façon réaliste dans ce film. C'est-à-dire que et c'est vrai que par moment, même moi, ça avait un côté assez oppressant, en fait, d'être là, parce qu'en plus je filmais avec l'œilleton. Ça veut dire que je regardais comme ça, il y avait un œil dans la caméra, un autre œil qui regardait les gens. Et c'est vrai que même ce carré-là, il me permettait même moi de prendre un peu de distance avec ce qui était en train de se passer, avec ce voyeurisme-là que j'étais en train de pratiquer, et de me dire, ouais, c'est juste une fiction, c'est juste un film, et de redescendre un petit peu comme ça, quoi. Et je crois que ça donne une respiration aussi aux spectateurs qui sont dans la salle. Je voulais vous dire que moi j'ai déjà envie de voir le prochain. Moi aussi. Je voudrais savoir si vous avez des projets, si vous envisagez de garder le même mode de production, ce qui me semblera important, parce qu'il me semble que le mode de production a beaucoup à voir avec l'esthétique du film. Oui, le mode de production a beaucoup à voir avec l'esprit du film, c'est très juste, parce que pour la simple bonne raison que quand on a fait ce film, on ne pensait pas du tout à le sortir en salle. Et donc du coup on n'avait aucune pression, et s'il ne nous avait pas plu, on aurait pu tout simplement le jeter, quoi, et personne n'en aurait jamais entendu parler. Et je crois que ça c'est une chance en fait, de pouvoir créer de l'art comme ça, parce que j'ai toujours admiré les potes peintres. J'ai un pote peintre qui déchire des toiles, et je suis là, merde, mais fais pas ça, tu sais, quand t'as un truc comme ça, file-les-moi, passe-moi un coup de fil, je vais la chercher. Et c'est juste, bon, mais voilà, ouais, ça me frustre. Et c'est juste que, bon, mais voilà, lui, il a cette liberté avec son art, quoi. Il s'est réveillé un matin, il a fait quelque chose, ça lui plaît pas, il le déchire. Et du coup, ce mode de production enlevait toute pression. Et c'est vrai que ça a beaucoup, à mon avis, ça a beaucoup influencé dans la qualité du film. Maintenant, ce mode de production, il est quand même lourd financièrement, malgré le côté 150 €, puisqu'on passe très longtemps en fait sans avoir aucun revenu par rapport au film. Et donc du coup, je me suis dit, je vais essayer d'aller voir. Il y avait pas mal de productions qui me sollicitaient depuis un an, et je me suis dit que j'allais essayer de voir si je pouvais avoir cette même liberté dans un mode de production classique. Donc j'ai essayé de me construire un petit peu un environnement détendu. Ça veut dire que je leur ai dit déjà que je voulais pas entendre parler de festival. C'est-à-dire que voilà, je commence assez volontairement le tournage en mars pour être sûr que voilà, qu'on va pas me dire attention Cannes, il faut faire vite. Est-ce que ça a la qualité? J'avais vraiment envie sur ce second-là de me dire sur nos dommages, j'ai fait des festivals, il y a eu des récompenses, etc. Sur celui-là, on le fait en toute détente, sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit.
encore une fois avec des comédiens avec qui j'ai envie de travailler, ça veut dire voilà, avec des gens avec qui j'ai un vrai rapport parce qu'on est inconnus, on a juste de la passion, etc. Et je vais essayer de reconstituer un peu artificiellement ce manque de pression en essayant d'oublier que ben là on est dans une économie classique et que là, que le film soit bon ou pas, je vais être obligé de sortir après quoi. Bah, le prix vous a rattrapé puisque vous venez d'avoir le prix de Luc. Oui, exactement. Ça nous a rattrapé. Du coup, je suis d'autant plus détendu sur le prochain, quoi. Et j'ai d'autant plus envie juste de me faire plaisir en me disant que bon, ben voilà, ce film-là, il a été reconnu et je vais vraiment essayer de m'enlever toute pression et de partir sur le prochain en me disant que je le fais pour moi, quoi. Vous avez tourné combien d'heures en fait, il devait y avoir peut-être, là il y a quoi, il y a 2h30 de film, il devait y avoir, il n'y avait pas beaucoup de rush, hein, il y a pas plus je crois qu'il n'y a pas plus de 8 heures de rush ou un truc comme ça, parce que du coup les prises, il y a pas mal de prises qu'on faisait en une seule fois, parce que c'était un petit peu magique quoi, quand je tenais une prise et que c'était parfait, limite j'avais pas envie qu'on la refasse pour ne pas que le comédien la fasse moins bien et qu'il perde même confiance pour les autres jours en fait, et qu'ils se disent ouais mais est-ce que c'était vraiment bien et du coup il y a des tonnes de prises qu'on a fait une seule fois quoi, même si c'était très dangereux, ouais c'était très dangereux parce qu'il y aurait eu un bug, c'était bon et il fallait la refaire. Mais on était dans une échelle où même de refaire le truc on se serait dit bon allez on y va demain et on aurait refait la scène quoi. J'ai trouvé le film extrêmement cohérent et j'ai beaucoup apprécié ça. Ça sonnait juste. Et bravo, j'ai trouvé ça vraiment bon. Merci. Maintenant, j'aimerais savoir, et par curiosité, qu'est-ce qui est autobiographique derrière l'histoire? Ah ouais, carrément. Bon, donc je crois que c'est l'heure de la prochaine séance. Sauvez-moi là. Qu'est-ce qui est autobiographique? Dit différemment, d'où sont venues les différentes histoires que vous racontez? Il y en a plusieurs. D'où sont venues les idées et qu'est-ce qui vous a inspiré? Non, mais je vais répondre à la part d'autobiographique. C'est vrai que, pour répondre un petit peu vaguement, je dirais que oui, ma vie de couple est très compliquée, extrêmement compliquée. Oui, j'ai un rapport difficile avec mes sœurs. Oui, mon ex-copine était photographe, merde. Ouais. Il y a des éléments, en fait, il y a pas mal d'éléments qui vont être autobiographiques, qui vont être dedans. Et en fait, je vais renverser l'autobiographie en vraiment... le mieux, c'est de donner un exemple. Je vais prendre une situation où je suis persuadé d'avoir raison. Et en fait, le personnage qui me symbolise dans la scène va avoir tort. Et c'est en ça que je prends une distance sur l'autobiographie, en fait, en changeant de point de vue. Il y a plein de scènes où on voit là, où je suis clairement, par exemple, du côté de la sœur, alors que bon, ben voilà, dans cette scène-là, je sais plus ce que ressent le frère que la sœur. Mais je vais me ranger de son côté parce que ça devient une exploration pour moi aussi. Et puis, ça devient une exploration parce que je me demande, mais qu'est-ce qu'elle se dit, qu'est-ce qui peut justifier qu'elle fasse ça ou ça. Et donc, du coup, il y a plein d'éléments qui vont être autobiographiques comme ça. Et au final, par ce changement de point de vue, ben, rien ne va l'être en fait, puisque les personnages vont se détacher complètement de qui je suis, quoi. C'était clair ou pas? Ah, ouais. Ouais. Mais alors concrètement, comment vous avez produit le film? Comment j'ai produit le film? Sans m'en rendre compte, ça veut dire en fait, je faisais tous les postes techniques. Donc j'avais la caméra, les comédiens avaient des micro-cravates. J'avais un casque dont je prenais le son et en même temps je prenais l'image et puis on fonctionnait en lumière naturelle et donc ça s'est fait assez naturellement. J'allais en transport en commun quoi, sur les lieux de tournage quelle que soit l'heure, donc à l'époque j'avais la gratuité des transports donc voilà et ne changeait rien. Donc ça c'était vachement bien. Et puis, comment on l'a produit? On l'a produit aussi en essayant d'avoir une structure légère. Ça veut dire qu'on ne tournait pas plus de 4 heures par jour.
Et puis je m'adaptais beaucoup aux comédiens, ça veut dire que je leur disais clairement, si vous n'êtes pas à dispo tel jour, que ce soit pour aller au cinoche, pour aller chez le médecin ou quoi que ce soit, vous me dites juste je ne suis pas dispo et moi je gère avec le fait que vous ne soyez pas là. Et il n'y a pas de question sur pourquoi est-ce que c'est plus important de tourner ou pas. Et donc du coup on a fonctionné sur 2 modes. À la place de l'argent, on a fonctionné sur le fait de rendre le truc tellement léger mais que c'était pas plus prenant voilà, qu'une activité extrasportive qu'on peut avoir. En plus on était en plein été. Et puis sur la rétention aussi, sur le fait de se dire on va rien dépenser et on va pas se cotiser pour acheter ci ou acheter ça. Et donc du coup, voilà, on était d'une politesse extrême avec tout le monde parce que voilà, fallait obtenir ça ou ça. Et on faisait du troc aussi beaucoup. Par exemple, il y a un coiffeur qui a coiffé toutes les comédiennes, et bien du coup, moi, en échange, je lui ai fait une vidéo pour son site internet. Et il y avait beaucoup de systèmes de troc comme ça. Le troc fonctionne encore, il a encore de belles années devant lui. La preuve. Et vous avez tourné combien de temps Pendant l'été 2010. Ouais. Non 2009. Mais du coup, pendant 2 mois, 3 mois 3 mois. 3 mois. Ouais. C'est-à-dire qu'on a commencé début juin et on a terminé et on avait terminé en août. Et puis après, je me suis reposé un petit peu et puis j'ai monté pendant le mois d'octobre après. Merci, bravo. Merci beaucoup. Où avez-vous trouvé les comédiens, les acteurs? Les comédiens, je les ai beaucoup trouvés justement en allant à leur rencontre. Ça veut dire que j'allais rencontrer des troupes de théâtre qui n'étaient pas loin de chez moi. Ou ça c'est valable pour plusieurs comédiens. Il y en a d'autres aussi, par exemple comme Emilia, qui joue le rôle de l'enseignante, ou comme la thérapeute. Je les ai rencontrés parce que j'étais allé m'inscrire à un cours de comédie en tant que comédien, pour pouvoir mieux comprendre comment diriger les comédiens. Donc je me suis dit, je vais découvrir déjà le comédien que je suis, je vais comprendre comment il aimerait être dirigé, et puis après ça va être plus facile de diriger les comédiens. Et donc j'étais parti dans un cours de comédie comme ça, où j'ai rencontré les comédiens. Donc à chaque fois, chaque personne qui est là, j'ai vraiment été vers eux et donc voilà, c'est eux qui m'ont casté en fait. Ils m'ont chacun casté. On est obligé de nous arrêter parce qu'il y a la prochaine séance de Noma qui arrive. Merci Jean. Oui, merci. Sortir par la sortie de secours pour que les autres puissent entrer. J'ai appris beaucoup sur internet en posant des questions sur des forums et des choses comme ça. Parce que je ne pouvais pas faire d'école et donc du coup j'ai beaucoup appris comme ça. Il y a des forums où il y a des réalisateurs en fait qui sont là et qui répondent aux questions qu'on peut avoir. Ça suffit pas quand même. Non, mais le réalisateur que vous aimiez, non, parce qu'en plus c'est en total anonymat quoi. C'est dire que il y a des gens qui sont sympas de répondre à la question. On dit ouais comment on fait ça, comment ça s'appelle, ouais c'est un transcript, donc toi tu fais ça en mettant la caméra comme ça, donc t'essayes, je dis ouais non mais j'y arrive pas, machin, regarde ce que j'ai fait. C'est vraiment des espaces d'échange quoi. Et tu as vu quoi comme caméra? Une X1, une Sony X1 avec un kit 1035 dessus. Ah ouais, ouais c'est ça. Ah ouais. Donc, du coup, Alors maintenant ça y est, vous avez un producteur. Ouais, j'ai un producteur qui aimerait bien que je me mette à faire le prochain. Et là j'aurais déjà dû commencer depuis plusieurs mois. Mais c'est vrai que... Hein? Il faut garder cette spontanéité. Même au niveau des acteurs et des actrices. C'est vraiment... Et puis c'est bien d'expliquer à Malika. Petit cours de théologie. Ouais, là. Sur le site internet et pour les ignares. Le film il se termine comme ça, il rappe, il raconte et puis machin. Du coup je lui ai dit bon, c'est toi qui rappe alors et puis on lui a trouvé un coach en espagnol, un rappeur qui rappait en espagnol pour lui apprendre
voilà, écrire ses textes et tout, et puis voilà. Mais non, et puis elle défendait sa position féministe, et j'ai compris, j'ai accepté, je me suis dit ouais, ça peut être... Et franchement la scène, heureusement qu'elle a dit ça, quoi, parce que le film ça aurait été beaucoup moins bien quand même si c'était lui qui terminait. Tenez, je m'appelle Laurence, alors je vous rappelle, et ce serait en janvier. Je leur ferai le film avant. Je récupérerai le film avant. Et il y a une dame qui m'a dit comme ça, une dame sourde qui m'a dit que ça faisait plus de 10 ans qu'elle n'avait pas vu un film français au cinéma, en fait, parce qu'elle est sourde et que les films français ne sont pas sous-titrés. Et donc du coup, je lui ai dit, comme je suis distributeur du film aussi, je lui ai dit on va sous-titrer toutes les copies, quoi. Et c'est parti comme ça, quoi. C'est parti d'une promesse comme ça. Et puis derrière, il y a tout un réseau qui s'est mis sur pied. Donc, quand on a fait la tournée dans toute la France, il y avait pas mal de gens en fait qui venaient traduire les débats, etc. Et on a pu faire une tournée géniale comme ça, où vraiment pas mal, voilà, il y a pas mal de gens qui ont pu venir voir le film et profiter des débats, des trucs comme ça, quoi. Donc au départ, c'est purement pratique. Ah ouais, non, au départ... Ça n'avait pas du tout le but... Non, c'était pas... Non, et justement, quand on a fait la tournée des festivals, il y a plein de gens qui disent « Mais ce parti pris esthétique, il est génial de doubler les phrases !» J'étais là, c'est terrible parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui mettent pas les sous-titres parce qu'ils disent que ça va gêner les entendants et en fait, non, parce qu'il y en a qui... Ouais, non, dans ce cas-là, non, pas trop. De toute façon, on attend la même chose plus ou moins. Moi, au départ, je me posais la question, est-ce que c'est parce que dans le film, il parle un peu comme les jeunes et tout, est-ce que c'est fait exprès quoi. Mais il y a un double truc, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits quand même... Il y a de l'argot et tout. Il y a des endroits où l'argot, ça a aidé quand même. Enfin, moi, je comprends forcément, mais je veux dire peut-être que personne de 50 ans à côté, elle a pas tout de suite. Voilà. Mais du coup, ça aide tout le monde, en fait. Ouais, ça a un peu aidé moi, je trouvais ça sympa. Voilà. C'était ma question. Il y a un ou deux plans dans le film où les comédiens regardent dans la caméra. Je voulais savoir pourquoi vous les avez laissés. Pourquoi je les ai laissés? Parce que c'est souvent les moments où ils sont le plus à nu, parce que c'est souvent des moments où ils attendent mes indications, en fait. C'est-à-dire que c'est très souvent les plans où ils regardent la caméra, c'est très souvent des plans muets et où je suis en train de leur parler. Et ils sont dans cette espèce de fragilité là où il n'y a vraiment aucun jeu, quoi. Et ça me sert presque de jauge. Parce que quand je vois qu'il y a la même énergie en fait entre ça, entre ces plans-là et le reste, mais je sens vraiment qu'ils sont dans un truc très naturel, quoi. Et du coup ça me faisait un espèce de truc, parce que ça renvoyait au voyeurisme du film, où par moments il regarde le spectateur, quoi. Limite l'air de lui dire mais qu'est-ce que tu fous là, quoi. Et ça arrive à deux moments, je crois qu'il y a un moment où la sainte est aux toilettes. Et le premier, je crois que c'est la jeune photographe, voilà, quand elle fait l'amour. Voilà, et donc du coup c'est très justifié parce qu'elle regarde en disant bon, t'es sûr tu continues à regarder là, et quelque part ça devient plus intime que de montrer une vraie scène de sexe, que de montrer quelqu'un qui te fait comprendre que tu es en train de regarder quelque chose de trop intime. Et du coup ça devient... parce qu'on est un peu dans l'ère où on montre tout, et où même des fois les scènes elles sont pas simulées, etc. Alors que là, on revient à une espèce de pudeur qui n'est pas de notre époque, et en fait c'est super efficace, quoi. Les gens... dans leur vie, ils ont cette pudeur, et donc du coup ils connectent encore plus avec quelqu'un qui ne se déshabille pas devant la caméra qu'avec quelqu'un qui se déshabille, quoi. Ils s'identifient beaucoup plus. J'ai fait des études de philo, en fait. Et puis après, le reste, j'ai appris sur internet. J'ai appris sur des forums, sur un forum qui s'appelle le forum du repère, et où il y a des réalisateurs comme ça, des monteurs. J'ai appris le montage et la réalisation comme ça, quoi, sur ce forum-là. Ok, enchanté. Je connais Estelle depuis longtemps.